sont des membres de l'Oulipo, et ils nous donnent, eux, un tableau concurrentiel de celui de Marc Wilmette, je pense, pour la nomenclature des temps, avec cette fois encore quand même l'indicatif imparfait désuet, l'indicatif parfait décomposé, et aussi l'indicatif futuriste, moderniste. Je crois qu'il est important. Mais au-delà de l'anecdote, j'ai mis ça pour un tout petit peu agrémenter l'exposé, et voyant aussi qu'on allait parler de conjugaison, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ça nous fait réfléchir à cette mécanique. Hein. Ça me fait penser à ces tableaux de conjugaison qu'on voit où il y a cette fameuse... les verbes défectifs. Catégorie absolument absurde, il n'y a pas de verbe défectif, il y a des choses qu'on ne dit pas, c'est tout. Hein. Ça n'a pas de sens d'employer certains verbes à certaines formes, mais personne n'aurait jamais eu l'idée de les employer à ces formes, si ce n'est quelques grammairiens pour faire de magnifiques tableaux. Voilà donc pour cette... pointe d'humour, et j'en viens maintenant à la phase constructive de l'exposé, qui va être rapide, vu le temps qui me reste. Mais je passerai ici sur le fait qu'on peut bien sûr expliquer tous ces phénomènes. Il y a des contraintes institutionnelles. Je l'ai dit pour la Suisse, cet exemple du fait qu'on achète tout à coup des moyens en France. Il y a des contraintes institutionnelles, vous savez bien, très fortes en France, où il y a des règles sur la terminologie. Il y a aussi des questions d'ancrage théorique distinct qui sont évidemment pas simples à résoudre. J'ai mis ici deux définitions du verbe, que j'ai prises une bien sûr dans la grammaire traditionnelle et l'autre dans une grammaire structurale, un peu absconse d'ailleurs en l'occurrence, mais qui montrent bien l'extrême divergence qu'il peut y avoir dans la définition d'une même catégorie. Hein. Et surtout ce phénomène qui a déjà été souligné ce matin, qui est ce phénomène de sédimentation. C'est-à-dire que, en fait, les enseignants, ils héritent de tout. Il y a tout. Il y a les couches de la grammaire traditionnelle, il y a les couches de la grammaire moderne, il y a les couches du grammairien qui a apporté un apport spécial, il y a les théories du texte, il y a les théories de la phrase qui viennent s'entrecouper, comme l'a très bien rappelé Micheline aussi. La grammaire de texte est dû simplement s'ajouter à la grammaire de phrase, sans qu'on comprenne très bien si les connecteurs ça relève d'un ou de l'autre, etc. Donc, pour les enseignants, évidemment, une confusion énorme, hein, qui nécessite là aussi véritablement un travail de formation, un travail de clarification, si on veut éviter ce que Berendener décrivait très bien ici, et que je vous laisse lire tranquillement, pendant que je me prépare à la suite. C'est bon? Donc je crois que ça dit assez bien les choses. Hein. Donc il s'agit de reprendre le problème à la base. Hein. Alors, quels critères pour une terminologie grammaticale? Comment est-ce qu'on va choisir les termes, les sélectionner, etc. Est-ce que c'est la validité scientifique? Certainement pour une part. C'est très important. Quand on parle en didactique de transposition didactique, bien sûr que la théorie de base n'est pas neutre. Mais la théorie de base, la théorie scientifique, doit justement, comme son nom l'indique, être transposée d'une certaine manière. Il y a un certain nombre d'adaptations à faire, et je crois que cela doit être souligné. Donc la validité scientifique est nécessaire. J'ai beaucoup aimé, là encore, ce qu'a dit Marc Wilmette auparavant, c'est-à-dire qu'il faut surtout éviter d'enseigner des choses fausses. On n'a pas besoin de tout enseigner, mais il faut éviter d'enseigner des choses qui soient carrément fausses, parce qu'après, c'est très dur à récupérer. Recevabilité sociale, il y a des choses très intéressantes, mais qui sont extrêmement dures à faire passer. Je prends une anecdote suisse également. Justement, au moment de la rénovation, certains avaient critiqué le fait que les auteurs des moyens d'enseignement avaient décrit qu'après être, il doit y avoir un complément, un attribut, hein, complément de verbe qu'on appelait attribut. Enfin, c'est pire, on l'appelait suite du verbe, ce qui était une catastrophe. Mais après, on l'a appelé complément de verbe. Et la critique était, mais il n'y a pas toujours de complément après le verbe être. La preuve, Dieu est. Bon. Donc, vous voyez, les problèmes sociaux de recevabilité, de communicabilité, de confusion. Hein. Accessibilité pour les élèves, c'est bien sûr la question fondamentale du point de vue d'un didacticien. Et là, effectivement, je reprendrai ce qu'a dit Jean-Louis Dumortier.
l'importance d'aller voir les difficultés des élèves, mais aussi d'aller voir, lorsqu'on introduit une notion, comment les élèves la reçoivent. Par exemple, chez nous, des psycholinguistes avaient fait une étude dans les années 90, après la rénovation, sur la notion d'adjectif et de complément d'objet direct ou complément de verbe, entre des classes qui avaient reçu un enseignement traditionnel et des classes qui avaient reçu un enseignement rénové. Et il montrait que finalement, la compréhension des notions était limitée. Souvent, il y avait confusion de sémantique et approche formelle, mais surtout que les élèves se basaient sur des exemples, en quelque sorte sur des cas prototypiques, pour dire ce qu'est un adjectif, par exemple. Ben, c'est une théorie des prototypes, bien sûr que rouge est plus un adjectif que autre, hein, par exemple. Donc il y a des cas prototypiques, et c'est finalement, les élèves travaillaient, cette étude avait montré l'importance énorme des exemples utilisés en grammaire, parce que finalement, c'est beaucoup par les exemples que les élèves se constituent une sorte de schéma, de modèle, qui apprennent d'empreintes, j'aurais envie de dire, d'empreintes grammaticales, qui influent sur leurs apprentissages. Donc ce que j'aimerais amener, moi, c'est une validité didactique, c'est-à-dire une terminologie opératoire par rapport au but assigné à l'enseignement du français. Vous me direz que ça ne fait... J'insiste sur validité didactique. Vous me direz que ça ne fait que reporter le problème. Quelles sont les finalités pour l'enseignement grammatical et la terminologie? Alors voilà, en Suisse, ce qu'on a construit dans une petite brochure qu'on avait faite pour les enseignants, un groupe de référence pour l'enseignement du français, et on avait essayé de réfléchir à ces finalités. On avait abouti, excusez-moi, à quelque chose en 3. Alors pourquoi 3? Parce qu'on voulait éviter 2. Je suis assez d'avis, et je le partage, que les dichotomies auxquelles on est habitué, du type expression, structuration, etc., sont un peu dangereuses et perverses. Parce que c'est l'un ou l'autre. En Suisse, les enseignants ont l'impression que quand ils faisaient de l'expression, ils ne faisaient plus de structuration. La preuve, c'est qu'on employait 2 autres concepts dans l'ouvrage de base de la rénovation. C'était contrainte pour la structuration et liberté pour l'expression. Vous voyez, on est un moment dans la contrainte, un moment dans la liberté, on a vite choisi. Hein. Donc, à 3, ça permet de complexifier le jeu, de nuancer ce jeu. Et voilà, donc, on a une catégorie apprendre à communiquer. Là, vous voyez bien que finalement, la terminologie, sa validité, c'est d'être efficace. C'est par exemple tous les trucs, avait, etc. Il faut une terminologie minimale, il ne faut pas dire de choses fausses, mais là, la validité scientifique est relativement secondaire par rapport à l'opérationnalité des termes utilisés. Mais on a construit, d'abord maîtriser le fonctionnement de la langue, réfléchir sur la langue. Là, l'idée est de se construire une représentation raisonnablement correcte du fonctionnement du langage. C'est ce qu'on pourrait appeler la grammaire pour la grammaire, mais c'est une maîtrise, une prise de distance par rapport aux pratiques langagières qui est tout à fait importante. Hein. L'école, un des enjeux de l'école, c'est d'apprendre aux élèves à prendre une certaine distance par rapport à leur comportement quotidien. Et je pense que la grammaire, c'est là que la grammaire pour la grammaire sert aussi à quelque chose, hein, fondamentalement, c'est de se distancier de ces comportements quotidiens influencés par plein de choses. Donc là, les termes, alors là, au contraire, existent par leur valeur explicative. Hein. Et puis je parle de la 3e catégorie, donc construire des références culturelles, l'enseignement, il y a aussi un héritage culturel. Alors là, c'est peut-être parler de termes existants. On doit pouvoir communiquer. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, même si on rejette, là, par exemple, la notion de complément d'objet direct, on est vaguement obligé de savoir de quoi il s'agit. Ça ne veut pas dire qu'on doit pousser très loin l'étude du complément d'objet direct en tant que notion, mais au moins avoir entendu le terme. Vous voyez, ce jeu à 3, assez complexe, devrait pouvoir nous aider à réfléchir quoi à quel moment. Hein, c'est ça. Alors on a finalement, ça c'est des postulats que j'ai élaborés, qu'on a élaborés ensemble avec Suzanne Chartrand pour une contribution à un colloque. On a essayé de définir un certain nombre de principes qui mettent en œuvre ces choses. Le point 1, ce serait que la terminologie grammaticale, d'abord au sens large, c'est l'ensemble des termes métalinguistiques. Je passe peut-être rapidement sur ce point, parce que on passe de là à la terminologie scolaire. La terminologie grammaticale scolaire est un sous-ensemble de cela. Et c'est pour nous, clairement, ce que les élèves doivent connaître
activement ou passivement, dans le cadre de leur parcours scolaire. Et là, il importe de la délimiter d'une part, et dans la mesure du possible, de la réduire, hein, d'éviter les 486 termes dont je parlais auparavant. Cela nous ramène donc à la finalité de la terminologie scolaire et au graphique, au schéma que je vous ai présenté juste maintenant. Donc, la terminologie scolaire doit parfois être utile pour les activités de production et de réception, en particulier pour la rédaction des textes longs. Une notion comme l'anaphore, les reprises, hein, c'est une notion quand même qui est extrêmement importante quand on est confronté à la rédaction de textes complexes, hein, qui permet de maîtriser et de parler de cela. Il est important de pouvoir parler de la langue. Contribution à la construction des représentations de la langue et appartenance à une culture langagère, je l'ai déjà dit. Il importe ensuite de clairement distinguer des niveaux d'analyse. Je crois que c'est un des points importants sur lesquels on devrait pouvoir s'entendre aussi dans la perspective d'une harmonisation. 3 niveaux d'analyse, disons. Au niveau des aspects formels, savoir si on traite quelque chose d'un aspect d'un point de vue formel ou d'un point de vue sémantique, 3e point. Hein. Donc, formel, sémantique, bien distinguer les choses. Alors qu'on a vu très souvent, il y a confusion et on fait les deux choses en même temps. Donc, je crois que les deux choses sont importantes, mais il est important d'arriver à les distinguer. Et enfin, les aspects fonctionnels, avec les fonctions syntaxiques, bien sûr, au sein de la phrase, mais aussi ce qu'on appelait les rôles textuels, c'est un peu plus souple, au sein du texte. Le dernier point, dont j'ai déjà parlé aussi, c'est cette idée de continuité qui est problématique, mais il va falloir mettre des frontières, en des termes, qui ont une définition claire dans un système. Hein. C'est une des propriétés d'une terminologie, quand même, c'est de faire système dans la mesure du possible. Il y a parfois des cas récalcitrants, mais l'idée est de faire système. Et ces termes descriptifs qui sont infinis. Tout, finalement, presque peut devenir descriptif. Tout mot, tout adjectif peut à un certain moment servir à décrire quelque chose. On pourrait faire une catégorie des mots jolis. Il y a peut-être des jolis mots. Alors voilà, on va faire une nouvelle catégorie grammaticale.